Bonjour à toutes et à tous. Il y a des diversités visibles et des diversités moins visibles. J'ai des jumelles et puis un mari. Et mon mari m'a dit ce matin, en fait, il y a deux façons de se construire. Celle qui consiste à s'éloigner de ce que l'on rejette, et puis celle qui consiste à se rapprocher de ce qu'on aime. Et ça m'a inspiré une réflexion ce matin, et c'est de ça dont je vais parler, à savoir que je crois que malgré les déterminismes familiaux, malgré les déterminismes géographiques, malgré les déterminismes sociaux, tout finalement n'est pas toujours écrit. Je suis issu d'une famille d'enseignants de Picardie, je suis le troisième d'une fratrie de 4 enfants, et je suis finalement le pur produit de la méritocratie française, parce que vous savez qu'il y a un phénomène de mobilité sociale accélérée chez les fils de profs. Et j'ai profité de cette mobilité sociale finalement pour m'éloigner de ce que je considérais être l'endogamie du monde enseignant, parce qu'il y a une endogamie dans le monde enseignant qui est aussi, je trouve, réducteur que l'endogamie qu'on le reproche souvent aux élites en France. Alors j'ai quitté le monde rural, et puis je suis allé à Paris, et puis je suis rentré à Sciences Po, et je me suis dit, je quitte un monde très endogame pour rentrer dans un monde, finalement, qui n'est pas si éloigné de celui-là. Et je me suis dit, c'est pas possible, il faut que j'aille encore plus loin, parce que la Picardie, Paris, c'est pas très loin, c'est 140 km, et je me suis dit, mais quel est l'endroit où je peux aller encore plus loin à la fin des années 80, on est en 1986-1987, et je dis, j'ai décidé de partir, il faut que je parte, et je vais aller en Chine populaire. Et je suis allé en Chine populaire où j'ai passé 3 ans, près de 3 ans. J'étais prof dans une école française à Canton pour le ministère des Affaires étrangères. Et puis cette relation avec la Chine m'a ouvert les yeux sur ce que diversité veut dire d'une part, et sur la richesse qu'apporte la diversité. Alors il y a beaucoup de jeunes dans la salle, donc ils n'ont pas idée de ce à quoi la Chine ressemblait à la fin des années 80 ou au milieu des années 80. Il faut vous mettre en situation. Il y a un leader qui s'appelle Deng Xiaoping, et ce Deng Xiaoping, il a ouvert totalement l'économie chinoise. Il a permis aux Chinois de pouvoir mener des missions d'entrepreneurs, et puis il a aussi permis aux Chinois de leur permettre de circuler, y compris à l'intérieur de leurs frontières. Cette Chine des années 80, c'est aussi une Chine de la diversité. On n'y pense pas forcément quand on pense Chine, parce qu'on pense à un monde particulièrement uniformisé, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que la diversité en Chine, elle est forte entre les villes de l'époque. Canton ne ressemble pas à Shanghai, Shanghai ne ressemble pas à Pékin, et d'ailleurs ces 3 villes souvent parlent des langues différentes. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé à l'époque, c'est que la diversité, elle est particulièrement marquée aux frontières de la Chine. Ces frontières qui s'ouvrent dans ces années 80, qui préalablement, pendant 30 ans, étaient fermées au tourisme. Et ces territoires, qui sont le Tibet, qui sont la Mongolie intérieure, qui sont évidemment le Xinjiang, représentent 40% du territoire chinois, mais seulement 4% de leur population. Et comme je suis prof, je bénéficie des vacances scolaires. Et finalement, je vais aux confins de la Chine, à la découverte de ces populations, et je me confronte finalement à la culture de l'autre. Et quand je dis je me confronte à la culture de l'autre, c'est tellement fort que, en fait, il faut que j'intègre leur code pour pouvoir me nourrir, pour pouvoir me déplacer, parce que j'ai juste un sac à dos, et pour pouvoir dormir. Et je trouve que ces expériences avec ces populations sont particulièrement fortes, et c'est ce qui m'enrichit. Sauf que la Chine du milieu des années 85, c'est aussi une Chine qui décide petit à petit que cette diversité culturelle qui fait sa richesse, eh bien, elle doit être non pas condamnée, mais ces populations doivent être plus qu'assimilées. À savoir que la Chine entreprend, alors elle avait déjà commencé cela au Tibet, mais elle entreprend une politique d'uniformisation de ces territoires qui ont été colonisés au fil des siècles. Comment se matérialise cette colonisation ? Elle se matérialise par le fait d'envoyer des populations de l'ethnie Han
occuper ces territoires pour que petit à petit, cette population Han devienne majoritaire. Donc la Chine, dans les années 80, finalement, envoie ces populations de Chinois occuper l'espace, et on se rend compte que petit à petit, que ce soit au Tibet, que ce soit au Xinjiang, que ce soit en Mongolie intérieure, petit à petit, eh bien, l'ethnie Han est en train de devenir majoritaire. Donc finalement, ce qui m'impressionne à l'époque, c'est que la Chine refuse finalement d'assumer sa diversité culturelle au-delà du folklore que l'on peut voir lorsqu'on visite ces territoires. Et moi, ça m'a beaucoup inspiré, bien sûr, et et pourquoi je dis ça ? Parce que j'ai compris que la diversité, en fait, ou promouvoir la diversité, ça voulait dire offrir à une minorité les mêmes droits et les mêmes devoirs que la majorité. C'est ça, finalement, promouvoir la diversité. Et lorsque je suis revenu en France, eh bien, j'ai voulu poursuivre, finalement, ou revivre les sensations que j'avais vécues lorsque j'étais là-bas. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mené une carrière internationale, en vivant à mi-temps au Brésil pendant 5 ans, en vivant en Argentine pendant 6 ans, et puis parce que j'avais besoin de me confronter aux cultures des autres, parce que c'était ça qui m'enrichissait. Et me confrontant aux cultures des autres, j'ai voulu clairement mener des carrières qui étaient éclectiques dans l'industrie automobile, dans la communication, dans l'édition, en écrivant des essais, en étant photographe. Et j'ai même fait quelque chose que j'ai trouvé très drôle, d'élever du bétail en Uruguay, ce qui était une expérience absolument qui m'a fait beaucoup rire et qui est absolument exceptionnelle. Cette expérience chinoise donc, m'a façonné très clairement, parce que je pense que la diversité, comme l'éclectisme, font grandir, et que la diversité est le premier levier de l'innovation. C'est le premier levier de l'innovation et c'est le premier levier de la pérennité dans les entreprises et dans toute forme d'organisation humaine, parce qu'elle permet, cette diversité, d'être mieux préparée aux crises, d'être mieux préparée, mieux armée à appréhender la complexité du monde. Je vais citer un exemple. Vous savez pourquoi qu'est-ce qu'il y a en commun entre les peuples primitifs qui existent en Nouvelle-Guinée, par exemple, ou en Amazonie ? Eh bien, si ces peuples primitifs ont traversé les âges, c'est parce qu'il y a une formidable homogénéité, une harmonie entre les différentes classes d'âge, à savoir que les anciens, sont particulièrement intégrés dans ces sociétés-là, et c'est ce que tous les anthropologues expliquent pourrait justifier l'intemporalité de ces sociétés primitives. Alors j'aurais pu m'engager en matière de diversité sur des problématiques LGTB, et finalement j'ai décidé de m'engager en étant un allié, parce que si vous retenez ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir que c'est les minorités, la promotion de la diversité, c'est aider les minorités à accéder aux mêmes droits que la majorité. Eh bien, je pense que quand on est un allié, quand on appartient à la majorité, c'est intéressant aussi d'aider ces minorités à intégrer le club de la majorité. C'est la raison pour laquelle j'ai intégré une association qui s'appelle Jamais sans elle. J'en suis le secrétaire général depuis 5 ans. Et cette association a pour vocation d'aider les femmes à trouver leur juste place dans les organisations, dans les administrations, dans les ministères. Avec quelque chose d'assez simple, c'est que nous signons des chartes avec les entreprises. D'ailleurs, je crois qu'il y a la présidente de la Française des Jeux qui intervient juste après moi. Et avec Stéphane, nous avons signé une charte Jamais sans elle il y a 6 mois. Et ce que nous faisons avec cette Jamais sans elle, c'est que nous permettons aux femmes non seulement de trouver leur place d'un point de vue dans les organisations, mais aussi d'un point de vue de représentation. Parce qu'il ne vous a pas échappé que quand vous allez sur des plateaux télé, quand vous regardez les expertises, eh bien, la part des femmes dans l'expertise sur les plateaux télé est particulièrement faible dès lors qu'on parle de santé, dès lors qu'on parle de géopolitique. Et je pense que c'est au moins aussi intéressant sur un plateau télé d'avoir des femmes qui posent les questions, mais je trouve ça encore plus intéressant que ce soit les femmes qui répondent aux questions des journalistes.
La diversité, c'est un levier majeur d'innovation, comme je le dis, mais c'est une première étape. Et la deuxième étape de l'intégration, c'est ce que j'appellerais l'inclusion. C'est pour ça que j'ai intitulé, c'est à l'écran, j'ai dit « La diversité éclaire le monde », je pense que l'inclusion l'apaise. Il y a une experte ou une activiste de la diversité qui s'appelle Verna Myers, que sans doute certains d'entre vous connaissent. Elle a dit une phrase très belle. Elle a dit « La diversité, c'est être invité à la fête. L'inclusion, c'est d'être invité à danser. » Et je trouve que c'est une phrase qui est très poétique et puis qui est très révélatrice de ce que l'inclusion peut être. Nous vivons dans une société qui est particulièrement fracturée et il est absolument majeur finalement, de promouvoir et d'agir afin d'inclure le monde rural, d'inclure tout un tas de communautés pour vivre dans un monde plus apaisé. Personnellement, il y a 4 leviers d'inclusion qui me tiennent à cœur. C'est le sport, c'est le numérique, c'est la transition écologique et c'est la culture. Sur le sport, c'est clairement le territoire où on observe la plus grande mixité sociale, en particulier dans le football. Le football, c'est plus de 2 millions de licenciés masculins et c'est 200 000 femmes qui sont licenciées aujourd'hui, c'est 4 fois plus qu'il y a 10 ans. Quand on regarde, j'ai écrit un rapport avec le président de l'Olympique de Marseille sur ce sujet, et il y a une statistique qui nous a interpellés. Quand vous prenez les 40 départements français où le salaire moyen est le plus faible, c'est aussi les 40 départements français où il y a plus de licenciés en foot. Et là, vous pouvez un peu rattacher les wagons en vous disant que sans doute le football est un formidable levier d'intégration pour un grand nombre de populations dans le monde rural. Parlons du sport de façon plus étendue. Vous connaissez, la plupart d'entre vous, une émission. J'ai fait un webinaire avec Jean-Michel Blanquer et j'ai commencé à lui dire « Est-ce que, monsieur le ministre, vous connaissez Sex Education, qui est la série sur Netflix ?» Et il ne connaissait pas Sex Education. Et j'ai dit, en fait, ça m'a interpellé, Sex Education. Pourquoi ? Parce que j'ai constaté que les établissements scolaires étaient des lieux de vie. Dans le monde anglo-saxon, bien plus que ça ne l'est en France, où vous voyez les enfants attendre à la porte de l'école jusqu'à 8h moins 5 avant que les portes s'ouvrent. Et je lui ai dit, mais les établissements scolaires, les lycées qui sont la propriété des régions, les collèges qui sont la propriété des départements, ouvrez grand ces portes et ouvrez grand les portes des infrastructures sportives à des enfants, en particulier des enfants en difficulté. Pourquoi ? Parce que je me dis, et j'en fais le pari ici, que si vous avez un enfant qui est en difficulté scolaire, s'il joue au basket, s'il joue à un sport collectif ou peu importe, pendant le week-end, le soir, dans son établissement scolaire, je peux vous assurer que son rapport au cours de maths le lundi matin ne sera pas de même nature. Et je regrette, pour être tout à fait franc, que dans l'univers des sports, justement, les Jeux Olympiques ne soient pas l'occasion de faire du sport, justement, ce levier de l'intégration qu'il incarne. Deuxième axe, c'est sur le numérique. Pourquoi le numérique est un formidable levier d'intégration ? Parce qu'il réinvente des codes que la transmission intergénérationnelle ne peut pas transmettre. Donc en fait, vous avez tout un tas de populations qui peuvent accéder à ces nouveaux univers parce qu'ils en maîtrisent les codes bien plus que les sachants plus âgés qu'eux. Je dirigeais un groupe de communication qui s'appelait Dentsu et j'étais formidablement impressionné de voir que c'était dans les agences digitales que la diversité était la plus grande, bien plus que dans les agences de publicité. Et j'ai surpris un jour une conversation où je voyais quelqu'un expliquer que Pleyel, c'était la tour Pleyel à Saint-Denis, et l'autre disait que non, Pleyel, c'était une salle de spectacle dans le 17e arrondissement. Et là, vous vous rendez compte que cette conversation montrait qu'il y avait la possibilité pour l'un d'apprendre les codes de l'autre, et c'était extraordinairement positif. Troisième axe, troisième levée que je considère majeur, c'est la transition écologique. Alors on est au milieu de plantes vertes, je crois qu'elles sont toutes vraies. Voilà, oui, elles sont toutes vraies. Et pour moi, la transition écologique, elle est presque plus fondamentale et structurante que la révolution numérique.
Pourquoi? Parce que la révolution numérique, elle permet aux entreprises, aux institutions, finalement, de faire mieux ce qu'elles faisaient avant. Mais elles font globalement la même chose. Parce que vous mettez un robot dans une usine d'assemblage automobile que vous ne faites plus une automobile. Je pense que la transition numérique va permettre non seulement de faire mieux, mais surtout elle va sans doute obliger un paquet d'entreprises à faire autre chose. Et c'est en cela qu'elle est bien plus structurante. Là aussi, c'est un terrain totalement vierge qui peut donner la place à des nouveaux métiers et à des personnes issues de milieux très différents, notamment issus du monde rural, parce que si on se dit que l'approche vivrière de l'économie, de l'énergie, de l'alimentation peut être une solution à la transition écologique, alors ça donne sa place de nouveau au monde rural, à ces populations. Quatrième axe, c'est l'axe de la culture. C'est Malraux qui disait que l'art est le chemin le plus court entre l'homme et l'homme. Et on constate dans les musées, on constate dans les galeries que les jeunes en particulier ne franchissent plus ces portes parce que sans doute ils ne maîtrisent pas les codes. Il se trouve que j'ai créé une entreprise qui s'appelle Minted, qui est une plateforme technologique dans la blockchain qui a pour vocation à aider les artistes, à aider les institutions culturelles, à aider les marques, à s'engager, à engager leur communauté, mais surtout, elle a pour vocation d'aider des artistes à révéler leurs œuvres à des audiences du monde entier, parce que mon ambition, c'est de faire en sorte que les jeunes, c'est pas parce qu'ils ne franchissent pas la porte des musées qu'ils ne sont pas intéressés à l'art, mais comment maîtriser les codes de cette jeunesse pour les connecter avec l'art, avec la culture et avec leur patrimoine. Vous voyez, je disais tout à l'heure que j'étais picard. Je suis picard et en Picardie, il y a un château François Ier à Villers-Cotterêts, qui va devenir, par la volonté du président de la République, la Cité internationale de la langue française. Comme je suis au comité de soutien du Centre des monuments nationaux et que je suis photographe, j'ai eu l'occasion, on m'a demandé d'aller photographier les compagnons qui se relaient sur le chantier. C'est le plus gros chantier en France, après le chantier du Grand Palais, sans compter les travaux de Notre-Dame. L'État investit 180 millions d'euros dans cette rénovation. C'est une ville de 10 000 habitants. Je ne vais pas faire de politique, mais juste dire que c'est une ville Front National. Et que la jeunesse, qui s'est sentie déclassée, a énormément de mal à se réconcilier avec ce patrimoine qu'on est en train de restaurer. Et je me dis que le Web 3, le numérique en particulier, doivent être des leviers au service de cette jeunesse pour qu'elle se réconcilie avec son patrimoine. La seule façon d'assurer de l'inclusion, de faire réduire le sentiment de déclassement, ça passe aussi par la culture. Je voudrais juste conclure, parce qu'il me reste 1 minute 02, pour vous dire qu'il s'agisse de lutter contre les discriminations, qu'il s'agisse de promouvoir la diversité, qu'il s'agisse de lutter contre les stéréotypes de genre, notamment dans la communication, dans les médias, il y a un levier dont j'ai un peu parlé, mais qui est juste le levier majeur, qui est celui de l'éducation, qui est celui de l'école, qui est celui, évidemment, des enseignants. Et vous n'avez pas échappé que j'étais fils d'enseignant, donc j'ai beau vouloir m'éloigner de cet univers, finalement, j'y reviens par la porte de derrière. Et je voudrais juste finir en citant Saint-Exupéry, qui dit qu'on est de son enfance comme on est d'un pays. Merci beaucoup.